Donc, bienvenue à nouveau. Prenez place. Merci. Donc, nous abordons la session 1.2 des connaissances accrues du développement du jeune enfant sont fondamentales pour consolider les fondations des futurs apprentissages. J'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Michel Boivin. Michel, si tu veux venir. Je ne veux pas te faire sursauter. Hein. Cher Michel, tu es professeur de psychologie et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le développement social de l'enfant à l'école de psychologie de l'université à Laval. Université Laval, à Québec. Et tu es également co-directeur du Centre d'excellence pour le développement des jeunes enfants qui diffuse l'encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. Et tu assumes la co-direction du groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant qui mène depuis plus de 30 ans des études longitudinales desquelles découlent des approches qui sont soumises à une expérimentation en France ensemble dès l'automne 2018. Michel, la petite enfance est une période de croissance remarquable avec un développement du cerveau à un point culminant. Le cerveau développe de puissants algorithmes propices à l'apprentissage. Cette période soulève des paradoxes entre potentialité et fragilité. Merci beaucoup à toi. Alors, merci Nathalie pour ces bons mots, mais je ne présente même pas. Donc, je suis très heureux d'animer aujourd'hui cette session consacrée aux connaissances sur le développement du jeune enfant et à leur utilité pour la prévention, la promotion, l'intervention. Vous serez à même de constater que la session va couvrir un large spectre d'activités de connaissances, de la neuroscience en génétique, en épigénétique, et vers aussi les connaissances issues des milieux d'intervention. Il y a donc un défi, je dirais, de co-fertilisation qu'on va tenter de relever à l'intérieur de cette session. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous présenter notre conférencière invitée, le keynote pour cet après-midi, qui est Marla Sokolowski. Marla Sokolowski is a professor in the Department of Ecology and Evolutionary Biology at the University of Toronto. She's also a co-director of the Child and Brain Development Program at the Canadian Institute for Advanced Research. Le CIFAR, le Canadian Institute for Advanced Research, c'est un think tank très important au Canada qui consacre beaucoup d'énergie à rassembler des experts de différents domaines, dont sur le développement de l'enfant. Alors, Marla a co-dirigé cet institut. She's an expert in the study of genetics and epigenetics, and especially of gene-environment interplay in behavior. She's also a remarkable translator, communicator of these subjects, as you will find out now. So please welcome Marla. I'm very happy to be here today to talk to you all about gene by environment interplay. And what I'm going to give you a feeling for is the up-to-date science in this area. There'll be nothing particular that you can take home that may help you with educating a child or thinking about some specific policy aspect, but it will teach you how we can think about the decisions and the discussions at this meeting. So what I'm interested in, and we're all interested in here, is why we're all different. And it used to be that we argued, well, it's genetic, it's innate, and biologists often made that argument. And then psychologists and other individuals said, well, it's the environment, it's our experience, even as far as Aristotle, who thought that children were born with a blank slate and the environment wrote on it. But we now know for sure that it's not one or the other.
In fact, you can't even add together and say 60% of the differences between a group are genetic and 40% are due to experience. That also is incorrect. Instead, there's an interaction, and today I'm going to talk to you about what we mean by interaction, and what it has to do with is a predisposition to behave a certain way depending on the context, the environmental context. But when I say predisposition, I don't mean determinism, I don't mean genetic determinism, and I don't mean environmental determinism. So this idea of causing something is not something that we want to think about. Even when we know there's a specific genetic influence in how a child might make a choice to behave a certain way, whether they tend to be more impulsive, for instance, the environment can completely reverse that behavior. And so we need to think that when we're saying genes have an influence, we're not saying that's determined. Okay, so, I guess I have to turn the slides. Well, why don't we go to the next slide? I don't see a... Could we have the next slide, please? So what some of the new science has been telling us is that genes are listening to the environment. And so the genes that we have are being affected by our experience. And when we say listening, the amount of gene product, RNA or protein that's being made by a gene is dependent on our experience. And these early experiences, as we all know, are absolutely critical, and they're a foundation for future and long-term well-being, health, and learning. So if you are interested in these ideas about nature-nurture, how that idea is, I would say, dead, the nature-nurture dichotomy, and other things in child development. The Science of Early Child Development resource is a wonderful resource with many experts, including me, talking about these topics. So that's just a little shout out to it. Now, we all know that child development is a critical foundation. Yeah, I can't see, I'm afraid. I need new glasses. Okay, so I'm going to let you guys read that. It's basically saying everything that you know about child development. Now, one of the things that Clyde Hertzman and Fraser Mustard and others noticed is that there's an SES, socioeconomic gradient, not only to health, but also to learning and well-being. And when I first saw this data at our CFAR program, I was a bit surprised because I expected it to be graded. My father, who was a newcomer to Canada, always said, if we have shelter and we have food and we love each other, it's enough. But we find that individuals growing up in extreme poverty have higher chances of many, many different health problems, including asthma, cardiovascular activity. They have low literacy, higher other kinds of problems with mental health. And those who are very, very wealthy have less problems. That's not to say that there isn't neglect and even abuse in families that don't have, that are not in poverty, but on average. So when we're talking about these things, we're talking about averages, but you must always remember that there's a distribution or a range in those averages. And it's particularly the individuals at one end of the distribution, like the child that grows up in terrible poverty but still does well, that we're really interested in. What is it about that child that is making it less susceptible to that environmental context? Okay, so this SES gradient is what had our group starting to look at epigenetics. And part of what they found is, as we know, in low SES environments, there's a higher chance of abuse and neglect, and lots of things come with that for children, in that there may be mental health issues and other health problems. And the parents living in those environments are highly stressed. The environment for the developing child in utero, that's the same environment that that mother is experiencing. And so the idea of our experience getting under the skin or embedded in our biology came from this kind of thinking. And then as the biologists looked at this more, they found that the way individuals cope with stress that have this early adversity influence their stress response system, and so they may respond differently to future stresses. Their immune system was compromised, and even their microbiome, even the organisms in their gut that, believe it or not, talk to their brain,
are different. And so again, it's not all individuals, but on average, stress, this type of stress gets into our biology. And so we wondered, well, how does this happen? And this is when Michael Meany and Moishe Ziff and others started to look at epigenetics as a mechanism for how our experience gets under the skin. And the idea is that there's different types of epigenetics, and I'll talk to you about that, but the broad idea is that epigenetics puts little chemical tags on the DNA sequence. And with those chemical tags, the DNA ends up really, really tight together. So if I have a really, really long hair, that's the DNA, and on that hair there's beads on a string, that's the gene. And when those tags are there, the DNA stays very, very tightly curled. That's the normal way it's in chromosomes, and that's what a chromosome is. It's that long piece of DNA curled up. Now, when it's curled up like that, the machinery that makes the gene product, the RNA or the protein, can't get to the DNA. So the amount of that gene product made is less. So the epigenetic tags that have been mostly studied, I'm going to tell you more about it, they turn down like a dimmer switch the chance of that gene making its gene product. And for the case of genes in the stress response system, it would be turning down the proteins that are made in certain parts of the brain that help us cope with stress. So that's the visual about how to think about it. And Tom Boyce is a pediatrician researcher from UC San Francisco, and he co-directs a child and brain development program with me, and CFAR likes to say, see how we bring people together from different backgrounds of fly geneticists, fruit fly geneticists, yeah, that's my training, and then Tom, who's a pediatrician researcher, and Tom is known for looking at kids in terms of the social context that they grow up in, and he thinks that some children are more like orchids, and others are more like dandelions. And the dandelion flower can grow in the cracks of the sidewalk. So if that child experiences neglect and abuse or lots of enrichment, the child does well. It's buffered to the social context. Whereas the dandelion child or the orchid child needs to be exquisitely watered and humidified. You may have children like this. And when that orchid child, like maybe my daughter, is beautifully humidified, then they excel. But when that orchid child who's highly sensitive to the social context is not, then they have problems. So you can see from this analogy, it's not that children are born resilient or vulnerable, but it's an interaction between something about their biology and their social environment. An orchid is going to do better than a dandelion with very good experiences. So this idea of resilience and vulnerability has to be reframed into an idea about susceptibility to certain experiences. And just to advertise, Tom has written a book for the public about orchids and dandelions. It's coming out in January. It starts with stories from his own family, and then all of the biology unravels within those stories, and I think it's going to be a fantastic book. I once said to Tom, so how do I figure out if my children are orchids or dandelions? He said, did you ever put really scratchy wool socks on a toddler and see what they did? And I remembered my daughter screaming, take these socks off me. And so it's not that kids are one or the other, it's just that we tend to be more one way or the other. Okay, so now let's talk about the brain. So the brain is a marvel. There's many, as you can see from the slide, many different neurons, and it gets, some people say sculpted, but I think the idea is that you have the brain and there are many different connections that are made that set up the circuitry, and those connections are dependent on the experiences that we have. We need light, we need sound, we need to hear language, we need attachment, we need social, emotional adjustment, and all the things that we're talking about here. And when that experience gets under the skin at certain critical windows of time, then our genes will express their gene products in certain ways, in certain places. And without getting this experience in a time-dependent fashion, the brain is not wired
in the way that it could be for an individual child. And there's windows of opportunity that open and close as a child is developing. So early on, sound is very important. Even in utero, if you play jazz music or rock music to a child in utero, when that child's born, you can look at how much it sucks, and you'll find that the music that is more familiar to them, or the sounds from the language that is more familiar with them, they'll suck more rapidly. So even before the child is born, they're experiencing that environment. And then, of course, language itself has a series of critical windows, and you all know that if you learn a language very young, you may not have you will say that language perfectly. You won't have what we call an accent. But if I were to learn Spanish now, I would for sure, because I'm not so great in languages, probably why I'm a scientist, but anyways, I would for sure have an accent. So for many aspects of language, there's these critical windows. And the same for social and emotional development, and even risk-taking, which goes in boys way up almost till past 20. And so these windows of opportunity or critical periods are studied in the brain by Takao Hench and Janet Worker in our CFAR group. And Takao has identified the molecular mechanisms that open and close critical periods. And part of that is epigenetic. And they can even reopen critical periods in individuals who are adults. I can talk more about that in the question period if you want to. And things like stress shifts critical periods. So if a child experiences stress in utero, there's a shift in the critical period for language. So how the brain develops is exquisitely tied to the experience being received. Okay, so now let me talk about gene-environment interaction, which is something I said I would bring you up to speed on. So here we have again our two strands of DNA, and when we say that there's a genetic variant or there's something different genetically about me and let's say Michael, the main thing that people study now is called a SNP, a single nucleotide polymorphism. And so the DNA has a code. There's A's or T's or G's or C's, and a lot of that code has to be a certain way in order to make a protein the right way. But some of that code is more variable, and so it could be that, for instance, Michael has a T in Michelle has a T in one spot, and I have a C in one spot. And then we would look at the whole room, and we could see how many had a T there, how many had a C, and we could get the genotype or the genetics. And so here's a study that it's from the MAVEN project, the Maternal Adversity, Vulnerability, and Neurodevelopment Project, headed up by Michael Meany, and it's many Canadians are working on this project. And what's done is my lab looked at some of the genetics of these mothers, and then with a lot of the psychologists, the mother-infant interactions were filmed, and maternal sensitivity, a well-known measure, was figured out from watching those videos. And we have lots of information on the mothers and the babies. The kids are now 9 or 10 years old, but this is just a glimpse of some of the data for a gene that I study, which is important in brain development and how the brain functions, and along with how sensitive that mother is to the individual, to the baby at various ages, is a measure of the mother's history of adversity. And that's done using CTQ, the Childhood Trauma Questionnaire. So if you look on the graph, you see two replicates of the same experiment done with different populations, different samples. One's MAVEN, the other's called the Toronto Longitudinal Cohort. Leslie Atkinson is a psychologist who heads that up. And on the y-axis, you see increasing adversity. So the mother has more and more adversity as the x-axis, continues, and on the y-axis we have some measure of maternal sensitivity. And then we have the two lines for the different genetic types, and you see that one type has a straight flat line, and that individual is well buffered. I think it's the TT type, if I could see, anyways. And then the other type that has a C, have I got this right, Michelle? Yeah, okay, I have to have a cataract surgery in a month, so that's why I'm not seeing properly. Not that you need all these details of my health, but anyways. But the other one, as you can see, is going downwards. And you see there's lots of variation. Each of those is an individual mother's genetics and her
adversity, and then the sensitivity score. But even though there's so much variability, statistically you can pull out an interaction. And what that interaction says is it depends on both the genetics and the environment, but not in a way that you add them together. One is flat and one is less sensitivity with higher adversity, but only with a certain genetics. So that's what we mean. You can't know about the genetics alone or the environment alone to predict the patterns. So the buffer type would be more like a dandelion, and the type that goes down, having a C or two Cs, would be more like the orchid idea. Okay, and if you are interested in understanding more about epigenetics, this wonderful encyclopedia on early child development, which comes from Michelle Schopp, has a new section on epigenetics that I wrote with Tom Boyce, and I'm told it's very good, and it has 4 little pieces in it and a commentary, and so I urge you to go look at that. We wrote it in a way that should be accessible to everyone. Now let's really talk about epigenetics so that you can get a real feeling for what it's all about. So what we have to think, the analogy is that we have many books in a library. We have lots of DNA, but we don't know what's in those books until the DNA is read, just like we don't know what's in the books until the books are read. But when the books are read, that's the same as the experience, the gene expression being changed. So our experience affects the DNA and the gene expression gets changed. There's 3 types of epigenetic effects. The one that's been studied the most is DNA methylation, and that's the one that's known the most about for mammals. In my lab, we study histone modification. It's the same idea. A little chemical tag is now put on a protein that the DNA wraps around, and just like with DNA methylation, where the chemical tag acts like a dimmer switch to increase or decrease the production of the protein or the RNA, the same thing happens with histone modification. The third one is called microRNA, and in this case, it's not happening during transcription when the DNA is made into RNA. These little RNA pieces hang around and they grab the RNA so that it won't make protein. And so all of this is affecting gene regulation, how much of the gene product is there, and it's all responsive to the environment. The famous example from Michael Meany and Ziff's lab is Weaver et al., probably many of you know it. You have mother rats that lick their babies a lot or a little, and you can see from their study, they have high and low licking grooming mums. Blue is high, yellow is low, and they have a litter. And what they found is that the way you're mothered is the way you're going to mother if you're a rat. And they did cross-fostering where they took a yellow, low-licking and grooming pup from a low-licking grooming mom and had it reared by a high-licking grooming mother, and it's how you were licked and groomed is the way you're going to lick and groom your babies. So when this work came out, people thought that epigenetics is a mechanism for nurture. And this separated the idea of genetics being nature and epigenetics being nurture. But we know now that the actual genetics, the DNA sequence, interacts with the epigenetics, and that's the new research that's come out. Before I say a little bit about that, I should say that people are studying this by looking at individual genes and what happens. That's what I do, but they're also looking at whole populations. And so there's Holocaust survivor kids that are looked at, people from genocide, etc. And what you see here is there's only 2% of the epigenetic marks are actually variable, and a lot of them have to do with how genes are coping with stress. And of those small 2%, when you look at them, you see a change in whether the mark is there or not in individuals who have been exposed to adversity. And so it is as though these epigenetic marks, people are starting to say, is marking the history of that individual's experience. And how the marks that are nowhere near the genes are doing this, we don't know. But Elizabeth Binder's group in Germany is now exposing cells to stress
And once they're exposed, looking later on at how those cells cope with stress. The idea that the stress might prime an individual to behave differently with future stress. So the idea could be that you have a child in utero with exposed to a lot of stress. Their stress genes are differentially marked. When they're born into a stressful environment, they may up their impulsivity or their immune system or in different ways. Okay. So the last point I want to make is that when you look at the things that contribute to the epigenetics or the methylation, you find that the genetics does contribute to where that mark will be put, and also the gene by environment interaction contributes to it. And this is the only population type data that's looked at so far, and it's about babies in utero, taking into account of all the stresses that the mothers have, and then saying we got a lot of methylation, how can we explain it? I'm sorry you don't get to hear about my fruit flies today. I know you would have liked to, but it proves at a causal level that the DNA sequence is affecting the epigenetic marks. So to summarize, I wanted to talk to you about genes and the environment and nurture, about critical periods. We don't have a good handle on what kind of experiences matter. Candace Odgers has been looking at screen time in children, and for kids from low SES backgrounds, there are more adverse effects with a lot of screen time than those from high SES backgrounds, and in some cases, screen time is helpful. So we need to dissect the environment in a much better way, and also think of it in a developmental context. As that child is developing, what's important at each time in development for its brain development, its health, and its behavior, with the aim that we want each and every child to reach their potential. Okay. Good. That was quite a challenge. Thank you. Thank you for this very nice introduction to a very complex field. Obviously, there's really a challenge of complexity and understanding this complexity and bringing it to the field. So maybe there's a lot of questions, I guess, that your presentation has raised. We will have time to address these maybe in the Q&A at the end. For the moment, I would like to bring the panel. First, Geneviève Bellil, qui est directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, la QCPE. Voilà. Elle y est depuis maintenant plus de 15 ans. La QCPE regroupe plus de 400 milieux de garde à travers la province de Québec. Donc, c'est vraiment le regroupement le plus important en ce qui a trait au service de garde au Québec. Tracy Burns, elle est... good. Welcome. Bienvenue. Tracy est à l'OCDE. Elle est analyste senior au Centre de la recherche et l'innovation dans l'enseignement. C'est quelqu'un qui a une formation, elle a travaillé sur les déterminants sociaux de la santé. J'imagine que vous allez, dans vos commentaires, poser cette question ou adresser cette question. Très bien. Madame Anne-Lise Ducanda, qui est médecin de protection maternelle, protection maternelle et infantile en France depuis maintenant 16 ans, et membre du collectif Cause qui s'interroge sur la question de la surexposition aux écrans. Donc, une question qui a déjà été abordée ici, donc il y aura probablement un sujet de discussion qui émergera. Je pense que c'est aussi un bel exemple de nouveaux contextes de développement en santé publique qui n'était pas présent il y a 20 ans. Bertrand G., qui est directeur adjoint de l'étude longitudinale française depuis l'enfance, la fameuse ELF. Bertrand est sociologue, professeur d'université et directeur adjoint de l'étude. Donc, cette étude suit depuis 2011 une cohorte de 18 000 enfants. C'est quand même assez impressionnant. Alors, j'imagine qu'il sera question de la cohorte dans votre intervention. Alors, je vais céder la parole d'abord à Geneviève. Bonjour, merci d'être là. Merci de m'avoir invité.
Quelle formidable conférence. J'essaierai de mon côté de vous parler un petit peu plus de l'expérience québécoise qu'on a avec les CPE, ce qu'on appelle en France les crèches, et de voir, on sait du point de vue de la recherche maintenant, l'importance de l'environnement dans l'accompagnement d'un jeune enfant, et on s'est questionné de notre côté à l'Association québécoise des CPE, à savoir comment on allait pouvoir mieux accompagner les professionnels au niveau de leur pratique pour s'assurer qu'on utilise au mieux ces années de vie en relation avec le parent et qu'on saisisse ces fenêtres d'opportunité au niveau du développement. On a mené, entre autres, une expérimentation avec 3000 professionnels où l'invitation qu'on leur faisait, c'était de regarder de courtes vidéos d'enfants qui étaient en interaction et de leur demander d'essayer de situer, d'expliquer du point de vue du développement de l'enfant, qu'est-ce qui était en train de se passer. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de mettre en exemple des comportements, de parler de l'environnement physique des lieux, de la manière dont l'éducatrice ou le parent se positionnait dans l'intervention, mais qu'elles avaient de la difficulté à préciser du point de vue du développement qu'est-ce qui était en train de se passer. Donc, on s'est dit, c'est bien beau de travailler sur le savoir-faire, donc l'intervention éducative, la qualité de l'environnement physique, mais pour assurer la qualité de cette intervention éducative-là, il faut que l'éducatrice soit en mesure de bien saisir ce qui est en train de se passer dans le développement des tout-petits. Et donc, même si on valorise vraiment la formation initiale, il y a tellement de connaissances, la recherche produit tellement de nouvelles connaissances qu'on se rendait compte au Québec qu'on avait de la difficulté à trouver des moyens pour favoriser le transfert de ces connaissances-là vers les praticiennes et s'assurer, dans le fond, qu'elles maintiennent à jour ces connaissances-là. Donc, on a fait du travail avec elles pour développer une stratégie à la fois de formation continue, mais aussi d'accompagnement sur le terrain pour leur permettre de développer une capacité de connexion entre les besoins de Jérémie, de Léa, de Mathieu et la connaissance scientifique qu'elles avaient reçue pour être, dans le fond, essayer de bonifier cette période-là de la petite enfance où on est en intervention avec eux. Donc, on a fait ce travail-là pendant 3 ans. On a tenté avec différents chercheurs, entre autres aussi avec on a un document qu'on utilise beaucoup, qui est le livre de Caroline Bouchard chez nous au Québec, le manuel aussi de le Handbook de l'Université de Oxford aussi qu'on a utilisé pour voir comment on pouvait, dans des petits formats très faciles, exprimer des processus de développement. Donc, comment un enfant va commencer à se déplacer, va aller à la rencontre d'un autre copain dans un lieu de socialisation, qu'est-ce qui va se passer dans cette recherche-là au début, de l'exploration du monde, et là, de l'exploration et de la découverte de l'autre. Donc, on a exemplifié ces processus de développement-là et on a proposé donc aux éducatrices d'utiliser ces petits processus-là pendant quelques temps et d'essayer de situer la zone proximale de développement de l'enfant, donc ce petit bourgeon-là de compétences qui est en train d'émerger. Ce qu'on a constaté sur la route, c'est que c'était un grand défi. C'est un grand défi, un beau défi, mais ça motivait beaucoup les éducatrices parce que plus elles connaissent le développement des enfants, plus elles se sentent compétentes à faire une observation qui est adaptée aux besoins de l'enfant et plus elles se sentent aussi aptes à mettre en œuvre le processus d'intervention éducative, donc à proposer des environnements, des interactions, poser les bonnes questions au bon moment. Et donc, ça leur donnait des moments de grâce éducatif, comme on dit chez nous. Donc, des moments où on a vraiment l'impression d'avoir proposé quelque chose à l'enfant ou d'avoir permis que quelque chose émerge, ou même des fois d'avoir rien fait, mais d'avoir été là pour le saisir et le rapporter aux parents aussi pour entretenir cette relation-là. Et pour nos tout-petits qui sont vulnérables, donc en CPE, 65% des enfants qui sont en contexte de pauvreté au Québec, de défavorisation et qui fréquentent un service de garde sont accueillis en CPE. Et donc, pour ces tout-petits-là, ça revêt encore plus d'importance d'avoir accès à ces bourgeons-là de compétences et à une éducatrice qui est sensible à son développement pour être capable, donc, de tirer au maximum de cette période-là qui est la petite enfance. Tout ça dans une perspective de pouvoir nous permettre d'arriver à l'école avec le moins de vulnérabilité possible et donc de pouvoir continuer notre
parcours éducatif parce que j'aimais bien les intervenants ce matin parlaient de services éducatifs. Entre autres, M. Xavier de Babylou disait on considère que c'est un lieu éducatif. On fait la même chose au Québec. On considère aussi que c'est une période éducative. Et donc, ça nous permet de maximiser à ce moment-là le plus possible ces premières années de vie-là avec toute humilité. Parce qu'on sait encore très peu de ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant. Alors voilà. Je crois que c'est un bel exemple de co-construction d'un contexte éducatif, de scaffolding en termes techniques, et donc, mais aussi qui souligne l'importance d'avoir une formation pour permettre de créer ce contexte-là. Je vais passer maintenant la parole à Tracy. Je vais parler en anglais. Pour les gens qui ont besoin des écouteurs. So, I'm really happy to be invited to be part of this panel, and I was really pleased with your presentation, Marla, because I think that one of the major worries that we have is how to help our children develop well and how to best educate them, etc. And so the extent of our worry and our care also implies sometimes that we are particularly vulnerable to certain myths, or that we're really anxious to find an answer. And so we might go towards an answer even if we don't have the science yet, or even if we don't necessarily know the answer, because we're so anxious to have it. So one of the things we do in our work here is embed this discussion not just in the physical sciences, but in some of the ongoing trends around the nature of modern childhood. And so one of the things we do is talk about how, if you look at statistics around the world, or at least in the OECD, in many ways, children's lives have improved. They're much more physically safe. Levels of accidental injury have gone down. There's better health care, better regulations, car seats, seat belts, those kinds of things. It's made their lives better. And parents tend to be older, they tend to be better educated on average, and they tend to be able to advocate for their children more. So they can be much more present in their education system from the earliest ages and be there to advocate for their kids. And at the same time, of course, there's all these new technologies which allow parents to keep in touch with their children and follow them and remain much more attached to them than they were previously. At the same time, children tell us that they feel much more stressed, that they have much more sleep. There's rising levels of child obesity. There's all kinds of worries about the risks of cyberspace, of cyberbullying, screen time, etc. And so there's a number of questions about child development that make people very anxious, from the children to the parents and, of course, the school systems. And so one of our questions is, what can schools do from an education perspective? What can schools do to really help understand the nature of modern childhood, and also to protect and guide children while letting them be children and learn by making mistakes? And I'm going to come back to that sentence because it's incredibly important. One of the things we talk about, of course, in education is we think about education's potential to help the poorest, the most vulnerable, to sort of step in and help make up some of the gaps of an impoverished childhood. Another issue, of course, and all of these could be 6 minutes long, but is just to talk about the potentials of technology, not in a fear-based way, not in terms of a monster that we have to be worried about, but to really ask what the evidence is and what we know, and also admit what we don't know. And right now, in fact, we don't know very much. And so one of the big questions is, what can we do that's sensible, not too reactive, but of course understanding that there are risks associated and when we need to understand them. And the third one, and this is where I'd really like to focus most of my conversation, is to take a really hard look at ourselves and our systems. And so if we look at the education system, there's much more pressure in terms of accountability on the schools, on the teachers, on the parents, on the students. And everyone reports it as a sense of stress, that they will be measured, they will be evaluated, etc. And of course, we do this because we expect excellence and we expect high quality. This is what we want from the earliest years to the highest years. And this is absolutely what we should expect. But what we need to understand, that there are unintended effects about that in terms of the kinds of pressures that are put on the people in the system, in terms of the kinds of risks that people can take. And by people, I mean teachers, school leaders, but also parents.
And it also means for students the kinds of risks that they can take. Here I'm talking, of course, a little bit older than early childhood, but it works its way through the entire system. And I think that one of the questions we need to ask ourselves is, in a climate where we are asking kids to be more creative, more innovative, get out there and try more things, grow and develop and be curious and all these 21st century skills, how do we align that with our expectation that they are always safe, that they're always protected, which means in many cases that they can't make mistakes? And I'm going to finish with one example, which is, and this is for very young kids, when we ask parents, or not we, when researchers ask parents, what are the biggest fears for your kids in terms of physical harm? The first thing they say is being hit by a car, which is a reasonable fear because, you know, it is a danger. It's not very common, but it is a danger. The second one is being kidnapped. Again, terrifying, right? Not very common, but terrifying. The third biggest risk that they have when they say, why don't you let your kids run down the street and play by themselves without you being around, is that they are afraid they will be judged as a bad parent by other parents. And that, I think, we need to have more in our conversations, because when we expect all these things, excellent, risk-taking, creativity, all these things, and our entire systems, including our peers, including our fellow parents and our fellow children, are aimed at not just restraining the risk, but also potentially judging you for allowing somebody to take and try new things, make mistakes, then I think we need to have a conversation with ourselves about what we really want and how we want to get there. Thank you. Merci, Tracy. Je pense que se dessine progressivement cette image, en tout cas pour moi, du modèle bioécologique dans lequel il y a différents niveaux d'analyse et de risques auxquels on peut s'intéresser et qu'on doit examiner si on veut vraiment comprendre le développement en contexte. Alors, parlant de problèmes qui relèvent peut-être des institutions ou des nouveaux contextes, je vais passer maintenant la parole à Madame Ducanta. Bonjour, donc je suis aussi ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Et donc on va faire le lien avec ce que vous avez dit sur l'épigénétique. Et en matière d'environnement, les écrans sont vraiment au cœur du sujet de l'environnement des enfants qui ont changé. J'ai que 7 minutes, ce qui est extrêmement compliqué. Donc j'ai donc choisi de traiter qu'une toute petite partie de la question. Je tire mes constats de ma pratique de médecin de PMI depuis 16 ans. Je vois des enfants de 0 à 5 ans avant l'école et à l'école. Je ne suis pas là pour affirmer, mais pour questionner. Et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, il faut qu'on se questionne. Il y a désormais de nombreuses recherches et un consensus mondial sur les effets délétères de la surexposition des enfants aux écrans. Et je ne parle pas des écrans, je parle bien de la surexposition des enfants aux écrans. Retard de langage, troubles cognitifs, mémoire, apprentissage, retard psychomoteur, manque d'empathie, troubles socio-émotionnels, troubles de l'attention, déficit de sommeil, obésité. La surexposition aux écrans est un facteur très important de difficulté et d'inégalité, notamment au niveau du développement du langage dont on a tant parlé aujourd'hui. Ce qui a amené l'Association américaine de pédiatrie et la Société canadienne de pédiatrie à émettre des recommandations claires et strictes, mais plusieurs enquêtes montrent qu'elles ne sont pas tellement suivies. Alors, diapositive numéro 1, tous les pays de la planète assistent à une déferlante numérique extrêmement rapide dans les sociétés, y compris les pays en voie de développement maintenant. Bien sûr, le numérique peut apporter des progrès, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un objet créé par les adultes est massivement utilisé par les enfants et maintenant par les bébés, et surtout mieux maîtrisé par les enfants que par les adultes. Quelques années après l'apparition en nombre des écrans nomades, smartphones 2007, tablettes 2010, nous sommes de nombreux professionnels de terrain de plusieurs pays à faire part de nos constats cliniques inquiétants, et quelques équipes publient des arguments épidémiologiques sur un nouveau syndrome qui survient chez les tout-petits, surexposés aux écrans avant 3 ans, plus de 4 heures par jour. On compte la télé allumée en arrière-plan dans la même pièce que l'enfant. Troubles de la relation et de la communication, enfants dans leur bulle, absence de langage ou langage plaqué, robotisé, intolérance majeure à la frustration, enfants qui se frappent la tête au retrait des écrans, incapacité à jouer de façon adaptée, souvent associée à des gestes restreints ou stéréotypies. Ces constats, je les ai décrits dans une vidéo postée sur le web en mars 2017
puis au Congrès des médecins généralistes de France le 6 avril 2018 à Paris, où j'ai présenté 8 cas cliniques. Et ces constats seront aussi dans un article écrit en commun avec 2 pédopsychiatres qui paraîtra cet automne dans une revue française. Marius Theodor Zamfir, psychologue roumain de la Spirit Aret University et directeur d'un centre thérapeutique pour enfants autistes, remarque depuis 5 ans des progrès significatifs et très rapides chez un groupe d'enfants diagnostiqués autistes par des neuropsychiatres. Après une thérapie basée sur le jeu, la stimulation, associée à l'arrêt des écrans, la plupart récupèrent totalement ou presque et retournent normalement à l'école. Un autre groupe d'enfants progresse lentement, ne récupère pas complètement, malgré une thérapie plus lourde et plus longue. Monsieur Zamfir étudie finement les dossiers et remarque que les enfants qui récupèrent vite et de façon significative sont tous surexposés aux écrans, plus de 4 heures par jour de 0 à 3 ans. Parce qu'il ne peut pas faire la différence entre les 2 groupes d'enfants, il décide d'appeler ce syndrome l'autisme virtuel. Il publie ses constats dans la presse scientifique roumaine en mars 2018. D'autres pays, donc vous les voyez sur la map monde, ont fait des recherches épidémiologiques dans le même sens. Je n'ai pas le temps de les développer. En Tunisie, le professeur Naoufel Gadour, docteur en médecine, professeur associé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Monastir. En Algérie, le docteur Lounès Lalem, docteur en psychologie, chef de service éducatif et pédagogique de l'université de Bouira. En Thaïlande, le docteur Chonchaya de l'université de Bangkok. En Chine, docteur Vu de l'Anhui Medical University. Aux USA, le professeur Mike Wellman, docteur Karen Effler et madame Laurie Fromm. Le terme autisme virtuel a pu froisser. Le terme de syndrome d'allure autistique que nous proposons plus tard a également froissé. C'est pourquoi, en France, le professeur Daniel Marcelli, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, propose le terme de EPE, syndrome d'exposition précoce et excessive aux écrans, et il écrit un article dans le journal Le Monde il y a un mois, le 2 mai. Dans mon cabinet, je vois défiler depuis 5 ans des enfants surexposés à un trop-plein de numérique, et souvent leurs jeunes parents aussi. Captés, accaparés par les écrans, parents et bébés n'interagissent plus entre eux. Fixés sur l'écran et les images en mouvement, le cerveau de bébé n'a pas le temps de traiter les informations qu'il reçoit. Il ne manipule plus, ne croise plus le regard de ses parents, si important pour donner du sens au monde, développer un langage qui ait du sens. L'enfant immobile ou effleurant juste l'écran ne découvre plus le monde réel en 3 dimensions avec ses 5 sens et n'apprend pas la consistance du monde, le chaud, le froid, le lourd, le léger, le loin, le proche, quand un objet tombe, quand on le lâche. Son développement est perturbé, impossibilité de fermer les doigts à 3 ans, inversion de la flexion de l'index, retard massif de langage ou langage plaqué comme un robot. Par exemple, une montre, Purple, 1, 2, 3, 4, répète-t-il comme l'écran. Agressivité, attachement plus fort à l'écran qu'à ses parents, intolérance à la frustration, enfant enfermé dans son monde et parfois stéréotypie. Le professeur Pédespan, responsable de l'unité neurologique pédiatrique du CHU de Bordeaux, émet l'hypothèse qu'une exposition précoce et répétitive de stimulation visuelle est susceptible d'envahir certains circuits neuronaux qui initialement étaient voués à d'autres fonctions et le développement cérébral se ferait alors de façon aberrante. Depuis 5 ans, l'école maternelle française fait face à une crise éducative majeure. De plus en plus d'enfants ne peuvent pas rentrer dans les apprentissages scolaires ou vivre juste avec les autres. On constate que nombre d'entre eux ont été surexposés aux écrans avant l'école et ne peuvent pas devenir élèves, quelle que soit la qualité de l'enseignant et du programme scolaire. Diapositive suivante. Vous voyez ici la tablette, donc la tablette montre le 1 et dit 1, l'enfant répète 1. La tablette montre le 2, dit 2 et l'enfant répète 2. Et j'ai comme ça des enfants qui comptent jusqu'à 50. Mais si je leur dis « donne-moi 2 cubes », ils sont incapables de me donner 2 cubes parce que ça ne représente rien pour eux, parce qu'ils ne les ont pas manipulés, mis à la bouche, entrechoqués, fait tomber. Donc ils ne comprennent pas le 2, ils répètent comme un robot. Idem pour la pomme. Pour vous, cette pomme veut dire pomme, parce que vous en avez vu dans un arbre, parce que vous en avez mangé, vous savez que c'est un goût de pomme, etc. Mais l'enfant, il ne peut pas apprendre que c'est une pomme avec la tablette. Pour apprendre que c'est une pomme, il doit tenir une vraie pomme dans sa main. Et avec ses 10 doigts, il en fait le tour et il se rend compte qu'elle est ronde. Et puis avec ses doigts, il se rend compte qu'elle est lisse. Et puis elle a un poids de pomme. Et si je la lâche, ça tombe. Et puis elle a un goût de pomme quand je croque et ça fait un certain bruit. Ça, c'est une pomme. Ça, ce ne sera jamais une pomme. Et en plus, elle a des yeux et elle parle. Idem pour la neige, vous, ça fait sens
sens parce que vous en avez touché, vu, vous savez que c'est froid, vous savez que c'est léger. L'enfant ne peut pas apprendre ce que c'est la neige sur une tablette. Le monde doit s'interroger, car le nombre d'enfants autistes augmente de façon exponentielle sur toute la planète. Comme le montre le rapport du Colorado Department of Public Health and Environment, excusez-moi pour l'accent, en novembre 2017, ils avaient 17 cas d'autisme en 1992, 7111 cas en 2016. En une génération, une augmentation fulgurante de la maladie. On ne peut plus dire que l'origine est uniquement génétique, car en général, les autistes ne se marient pas et ne font pas d'enfants. On ne peut plus dire que cette augmentation est due à un meilleur diagnostic, car la plupart de ces enfants ont été diagnostiqués avec les mêmes critères depuis les années 2000. L'autisme est donc un phénomène plurifactoriel, génétique, oui, mais aussi l'épigénétique a toute sa place, et une voie de recherche désormais incontournable. Aux recherches sur les perturbateurs endocriniens, le milieu chloré, les médicaments pris par la mère pendant la grossesse, les métaux lourds, les pesticides, il est urgent d'associer le facteur de la surexposition aux écrans. Bien sûr, il est important d'accueillir mieux et plus les enfants dans les structures d'accueil de la petite enfance. Mais il est encore plus important de soutenir les parents, car ce sont eux les premiers éducateurs de leurs enfants. Jouer, parler, partager, sortir dehors, limiter les écrans peut être fait par les parents, même s'ils sont précaires, si on les forme, si on les informe, si on les accompagne. Les enfants surexposés ont des parents non informés. La famille n'est pas le problème, c'est le début de la solution. L'UNAF révèle que pour la première fois, la première préoccupation des parents est la problématique des écrans. Et 77% des parents disent avoir besoin d'être accompagnés. Comme le dit le proverbe africain, pour élever un enfant, il faut tout un village. Or, les sociétés modernes ont inventé un nouveau concept, celui de la mère seule, et parfois dans un tout petit appartement. Le chantier est immense, mais l'avenir de nos sociétés humaines est en jeu. Je vous invite à consulter notre site, prochaine diapo, voir les différentes démarches que nous avons menées auprès des différents ministères français. Nous sommes des pédopsychiatres, des neuropédiatres, des médecins, des professeurs. Nous vous invitons à signer notre charte. Et je finirai par cette petite phrase tirée de la bande-annonce du film Le cerveau, qui parle du développement du cerveau du bébé humain. Je ne crois pas que nous devons préparer nos enfants au monde de demain, car le monde de demain, c'est eux. Je vous remercie. Alors merci Anne-Lise d'avoir souligné de façon passionnée la pertinence, l'importance de ce problème sociétal qui appelle, je pense, aussi, pour lequel il y a un besoin de documenter l'épidémiologie. Alors peut-être que dans ELF, cette question pourrait aussi documenter. Bonjour à tous et à toutes. Alors ELF a vocation à traiter ce genre de sujet parmi d'autres. En effet, il est dit dans la plaquette de présentation du programme de ce colloque l'importance de travailler sur l'ensemble des institutions de la petite enfance, de faire en sorte qu'elles se rapprochent, de créer un continuum éducatif au cours de la petite enfance. Eh bien, ce que je voudrais défendre en quelque sorte ici, et en tout cas ce qu'est le projet de l'étude longitudinale française depuis l'enfance, c'est de travailler sur les parcours qui sont les parcours de socialisation, les parcours de développement, les parcours familiaux, les parcours dans les institutions des enfants, depuis le plus jeune âge, et en tout cas à commencer par ce premier cycle de vie très important qui est la période de 0 à 6 ans. Voilà, et je pense qu'en même temps qu'on doit réfléchir à l'évolution des institutions, on doit créer des outils qui nous permettent d'objectiver, de mesurer, d'analyser, de confronter aussi les facteurs. J'étais très sensible et très intéressé par la conférence introductive. Nous-mêmes, moi je suis sociologue, mais c'est vrai que dans ELF, vous parlez plutôt de sociologie, et dans ELF, nous travaillons avec des médecins, des épidémiologistes biologistes, des épidémiologistes sociaux, des démographes, des psychologues, et vraiment cette confrontation est indispensable à l'heure de l'évolution des sciences telle qu'elle a été évoquée. Cela étant, ELF démarre, les données disponibles sont les tout premiers mois et les premières années de la vie, donc je ne vais pas vous parler de résultats, par exemple sur les écrans, nous verrons ça dans quelques années. Je vais plutôt vous faire partager certaines de nos interrogations
interrogations, certains des résultats, des questions de recherche qui existent sur l'école maternelle, sur la crèche, sur la vie familiale et le rapport avec ces institutions, pour voir à partir de là quel genre de questions on peut traiter. En France, l'école maternelle fait l'objet déjà de nombreuses analyses qui montrent que les inégalités sociales face à l'école sont présentes dès l'école maternelle. Ça ne veut pas dire que l'école en soit responsable, mais ça veut dire que dans ce qui se joue à l'école maternelle, les inégalités en tout cas sont déjà présentes. On sait qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit à l'école maternelle, les inégalités entre les enfants de milieux populaires et les enfants des classes supérieures se creusent. Pour autant, un enfant qui ne serait pas scolarisé en maternelle, d'autres travaux l'ont montré, de milieux populaires aurait de plus grandes chances encore d'échouer plus tard dans sa scolarité. S'agirait-il de scolariser plus tôt ? Les travaux il y a une controverse sur cette question-là, sont divisés sur cette question, puisque compte tenu de ceux qui sont scolarisés actuellement dès l'âge de 2 ans, eh bien, on observe que c'est surtout un avantage donné à ceux qui sont nés tôt dans l'année, et on ne peut pas véritablement mesurer si cette disposition s'appliquait à la population dans son ensemble. Bon, il faudrait aussi expérimenter dans des cas différents et dans des conditions d'accueil satisfaisantes pour tous les enfants, pour voir, peut-être comparable à ce qui peut se passer en crèche, par exemple, pour voir les effets véritables que cela aurait. Bref, un de nos objectifs, c'est en tout cas de confronter ce qui va se passer lorsque l'enfant passe de la famille au mode de garde et à l'école, pour voir dans quelle mesure les différents types d'accueil contribuent ou non à la réduction de ces inégalités. En France, il y a peu de travaux qui permettent de faire cette approche globale de la naissance jusqu'à l'école. À l'étranger, cela existe. On montre notamment que plus les familles font fréquenter à leurs enfants des modes de garde formalisés, plus les inégalités ont des chances de diminuer. Cela étant dit, le système français est organisé différemment, puisqu'on a un mode de garde formalisé d'une certaine manière qu'est l'école maternelle, mais que certains critiquent comme trop scolarisé, que d'autres au contraire trouvent aujourd'hui trop centré sur la pédagogie du jeu. Donc voilà, il y a un enjeu à décrypter les relations qui existent entre ces institutions. Les travaux étrangers montrent très bien que la fréquentation des crèches, et nous sommes en train d'exploiter des premières données qui nous permettront d'y répondre. La fréquentation des crèches semble, par exemple, à même de corriger les écarts en termes langagiers chez les enfants et de les aider à entrer dans les apprentissages au niveau de la petite section maternelle. Alors, dans les premiers résultats que nous avons des choses qui commencent à aborder ces questions-là, mais surtout du point de vue des pratiques familiales. Nous avons des éléments sur la reprise du travail des femmes après la naissance de leur enfant et qui nous montrent, par exemple, et on retrouve des aspects très classiques de la sociologie de la famille, de la sociologie des classes populaires dans le rapport avec l'institution familiale, qui nous montrent que les classes populaires, un peu par nécessité, mais aussi du même coup par les conceptions éducatives qu'elles renforcent par cette nécessité, sont beaucoup plus tournées vers la famille que vers les institutions, se chargent elles-mêmes de l'éducation des enfants et le revendiquent. Le mode de garde idéal, d'ailleurs, alors c'est nos premiers résultats, est assez différent des pratiques réelles en termes de mode de garde. Le premier mode de garde idéalisé par les familles, c'est la famille elle-même. Et puis ensuite, quand les vœux se réalisent, eh bien, la réalité est souvent différente. Bon nombre de familles souhaitent mettre leurs enfants en crèche, mais il n'y a pas assez de crèches, et donc on ajuste les souhaits par rapport à cet idéal. On voit aussi du même coup que les reprises de travail sont assez différentes entre les familles et que du même coup certaines familles s'enferment. Dans certaines familles, les mères s'enferment dans un statut un peu de travail partiel et d'occupation des enfants qui les éloignent, qui renforcent leur éloignement vis-à-vis des institutions. Voilà des premiers résultats sur lesquels nous travaillons. Quant au développement lui-même, les premiers travaux sur lesquels nous sommes sur les premiers âges, sur le développement en l'âge d'1 an, nous suggèrent des pistes de recherche tout à fait passionnantes. Par exemple, le fait que les incitations à la marche, les incitations au langage seraient assez différentes selon les familles en fonction précisément des représentations qu'elles se font du développement de l'enfant d'un milieu social à l'autre. Et l'on observe par exemple que dans les milieux populaires, voire dans certaines, encore plus fortement dans certains milieux populaires issus de l'immigration d'Afrique subsaharienne, on a par exemple des développements moteurs très précoces. Mais on a dans d'autres milieux sociaux, au contraire, des développements
pré-verbaux, pré-langagiers, une préparation au langage qui sans doute va permettre ensuite à ces enfants-là de se développer de manière plus efficiente vis-à-vis des apprentissages scolaires. Voilà un peu le genre de choses sur lesquelles on est. Je serais ravi d'en rediscuter quand nous aurons des résultats plus complets. En tout cas, voilà le type de préoccupation qu'on a et il nous semble en tout cas qu'il est décisif de prendre en compte aussi bien les besoins de l'enfant en termes de développement psychologique et en même temps de prendre en considération la diversité sociale, la diversité des cultures, la diversité des rapports aux institutions. Et c'est un peu dans cette confrontation qu'on peut peut-être imaginer les politiques de l'enfance de demain. Alors, on est presque dans les temps. On a débordé un petit peu. Donc, je pense que je vais ouvrir la période de questions à l'auditoire qui doit être en attente de pouvoir poser ces questions. Peut-être y aller progressivement. Est-ce qu'il y a des micros de prévus dans la salle? Il n'y a pas de questions aujourd'hui? Mauvaise lecture de l'animateur. Oh, I guess I was wrong to think there'd be many questions. Of course, when you give a talk, you always think you should have said this. But so one of the interesting things to think about from the science that I talked about is how might this apply? And so one of the things is that when you see children come into the classroom or the daycare and you have a sense that they could be behind, it's not that them being behind is fixed, it's modifiable. The other thing about interventions is the way we think about it now is we want to bring all the kids up to this level, right? And that's probably not the right way to think about it because kids come in with different rank orders of abilities and they're not all the same. So for music, could be that the one in the 5th position for language might be first for music or art, but people have different tendencies, just like kids have different tendencies to gravitate to different things that they might like, which they may practice. And so each kid coming into the room, they should be able to expand what they do well to give them confidence for the other things. But anyway, so they have ranks, and we're trying to bring all those kids up to the one level, but all the intervention studies tell you still have the variation and you still have rankings. The rank order of an individual kid might change, but the idea would be that you want to have each kid reach their potential in each of those areas. And so the science that I was talking about would support that type of idea. Yeah, I think you're right in raising the question of individual differences in development, that children react differently to different environment. But when you say that, I guess this poses a challenge in terms of training when we speak of quality of childcare, for instance. Quality can be declined or defined in different ways. The ratio, typically, and the quality of training. But both are very important if you want to address the question of individual differences, that the fact that children do not learn at the same pace or do not have the same capacity early on. And so I guess it speaks to the importance of having quality childcare very early on. Tracy, je pense que vous vouliez intervenir. J'avais une question pour Marla, en fait. I wanted to ask you, because I loved your presentation, by the way, and I was very interested in this analogy of dandelions and orchids. And I can see that the orchids are sort of the vulnerable ones because, you know, the scratchy socks and all that. But at the same time, it seems to me that if you're an orchid that's growing up in your perfectly humidified environment, you might be in a better position than a dandelion because you know to ask your mother to take off your socks. You know that you can ask for change. That's the whole point of it. It's not that it's better to be a dandelion or an orchid. It depends on the context. And so the orchid kids will do better, but also my daughter, for instance, maybe is an orchid. She organizes her environment always so that she gets what she needs to excel. And it's remarkable to watch this child from when she's very little in action. And because she grew up in a very supportive environment, she has the confidence to go and do that. And some of her friends who grew up in very poor environments, they would never ask something for themselves because they don't have that, they don't feel it's deserving, or they don't have the confidence to even put that out there. So this whole idea of a child being born resilient or vulnerable, I think can misguide our thinking.
but rather to think of that child as being more susceptible to the environment, the social environment or not. And then of course we haven't talked about culture and community, which when I say environment and social environment, I mean that also, but we didn't get a chance to talk about that. C'est très intéressant. Je vais vous répondre en français. On joue avec les micros et les casques d'écoute. C'est très intéressant d'entendre vos propos. Le défi qu'on a, tout le monde on parle de cette éducation-là, de l'adaptabilité puis de l'individualisation de l'intervention, mais le défi qu'on constate, en tout cas chez nous, c'est que souvent, soit on va opérer dans des cursus très précis avec des attentes envers les enfants, ou soit on va les repérer en fonction de l'âge. On va donc, oui, on les connaît, les tout-petits, mais on a tendance à les voir comme un groupe, plutôt que de les prendre comme des individus à part entière, de les situer chacun dans leur continuum de développement et d'adapter notre intervention. Et c'est là tout le défi, la beauté et le challenge collectif qu'on se donne, d'arriver à faire ça. Nous, au Québec, souvent avec une éducatrice pour 8 enfants, à l'école avec des plus gros ratios. Et il est là vraiment le défi de prendre chacun où il est et de voir qu'est-ce qu'on peut, avec l'étayage par les pairs, avec une meilleure intervention, permettre, tout en considérant et en se rappelant que c'est lui qui va, l'expérience éducative va émerger de lui, et moi, je dois saisir ce qui... Alors, on a beaucoup d'attentes, mais c'est quand même un gros défi pour nos professionnels. C'est vraiment très important de prendre l'enfant là où il en est, mais il faut prendre aussi les parents. Il ne faut vraiment jamais oublier les parents pour les tout petits, ça me paraît capital. Et j'entends beaucoup, donc quand ils vont dans les structures petite enfance, on permet évidemment de rattraper des langages, d'accord. Mais moi, tous les enfants pour lesquels l'environnement avant l'école, entre 0 à 3 ans, était adapté, qu'il y ait des fois même des parents assez précaires ou pas, mais parce qu'elle parlait, elle jouait, la maman était en confiance, ça se passait bien, elle apportait un environnement adapté pour qu'ils s'épanouissent. J'ai jamais eu d'enfants qui avaient des difficultés à l'école. Tous ceux qui avaient des difficultés à l'école avaient eu des parents qui, pour X raisons, parce qu'ils n'avaient pas, ils pensaient bien faire, mais ils n'ont pas, voilà, les écrans ou autre chose. Et je pense vraiment qu'il faut axer notre aide sur l'aide des parents. On aide les parents à être parents et ils s'en ressortent fiers. Ils se retrouvent premiers éducateurs des parents et vraiment, on leur redonne leur rôle primordial. Et franchement, j'ai accompagné comme ça des mamans à l'hôtel, sans papier, des enfants en retard de langage. Et elle avait les ressources en elle, parce qu'il y en a peut-être, il y en a qui l'ont pas. Et j'ai des enfants qui sont rentrés à l'école et qui n'ont eu aucun problème. Il faut vraiment axer notre aide, pour moi, sur le soutien à la parentalité de 0 à 3 ans. Et on aura beaucoup moins de problèmes à l'école maternelle. Between 0 and 3 years, and then we'll have ourselves with far fewer problems in preschool and kindergarten. So I think it's the interaction between the parents and the child. So when we think about autism, there's different approaches. One is people are looking at genes that predispose, but another approach, and it's related, is that the brain is developing, and normally, the infant is going to make interaction with the parents or the caregiver's eyes, right? There's back and forth with eye contact, and the baby's usually always predisposed to do that. But if by chance a child starts getting interested in stripes or polka dots, and they're more reinforced on stripes and polka dots, then that trajectory of development, and it is about a path, ends up more with those things than eyes. And if you have a mother who's always checking her cell phone for incoming messages or whatever, and I see we all do this, and you're not really actually looking at your child, then you also have a problem, right, in terms of developing attachment properly. So we talk about screen time for young infants, but we also have the parents and the back and forth to develop healthy attachment. J'ai une question pour, si je peux me permettre, pour Bertrand. J'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui conduisent des études, qui mènent des études longitudinales. Il y a des défis énormes. Le bénéfice de l'information, de savoir est énorme, mais il faut... les fruits sont souvent tardifs, en ce sens qu'il faut recueillir de l'information pendant plusieurs années. Et les personnes qui subventionnent ce genre d'études
sont souvent ou peuvent être impatientes. Alors, avez-vous rencontré ce type de problème-là? Have you had a problem with the financing for these multi-annual studies, and if so, how have you overcome it? But are you talking about the studies on screens? No, I'm talking about the funding for longitudinal studies. Poursuivre le plus longtemps possible. Because it's important that these ça, je peux studies en parler. continue as long Oui, as possible. c'est un challenge. Les études comme ça existent dans les pays anglo-saxons, les pays nordiques, en Australie, etc. depuis longtemps. Les pays francophones aussi au Québec. Les pays francophones qui sont inclus dans cette zone-là, mais vous avez raison de le rappeler. Il a fallu, oui, près d'une dizaine d'années pour réunir un consortium d'institutions et un package de financement qui permettent de lancer cette étude. Et son grand intérêt en France, c'est qu'elle est multidisciplinaire. Donc elle a inclus, embarqué des spécialistes qui ne se parlaient pas avant, mais pour créer une sorte de communauté scientifique nouvelle de sciences de l'enfance, où on crée des champs d'intérêt nouveaux, où les gens viennent discuter de l'alimentation, des écrans demain, etc. Donc voilà, donc c'est compliqué, le financement de la recherche est de plus en plus associé à des appels à projets, à des financements courts, et donc il faut créer des formats à côté, c'était le cas des investissements d'avenir en France, mais qui sont quand même pour une période limitée. Et là, bon, on a des très bonnes évaluations, donc on espère être bientôt refinancé, puisque là, on arrive au terme de la première période en 2020, et donc les enfants auront 9 ans, et on espère pouvoir les suivre à l'adolescence, parce que nos résultats commencent, on a été très occupés, on a fait 6 grandes phases d'enquête depuis la naissance, plus un tas d'autres enquêtes. Moi, je me suis occupé des enquêtes écoles. Vous savez qu'il n'y a pas d'enquête, très peu d'enquêtes dans les grandes enquêtes dans les écoles maternelles en France. Bon, nous, on en a fait, et à l'intérieur d'une enquête qui interroge également les familles, les médecins, etc. Donc, on a vu les enfants en moyenne section. On les voit en ce moment en CP, on les verra en CE2. Voilà, donc on espère pouvoir... ça serait quand même dommage d'avoir réuni toutes ces données et de ne pas continuer l'enquête au moment de l'adolescence, parce que là, pour le coup, les dynamiques psychosociales, enfin voilà, on sait bien cela, mais à l'échelle populationnelle, à l'échelle y compris des décrochages, des entrées en dissidence par rapport aux institutions, notamment chez les garçons à l'adolescence, dont on sait qu'ils décrochent beaucoup pour une partie d'entre eux de l'école, eh bien, il y a un enjeu absolument à continuer cela et à pouvoir comparer nos résultats aux enquêtes internationales. Une question d'auditoire qui nous est parvenue. Pour Annelise, la question c'est, que mettez-vous en place auprès des parents, j'imagine, sur le plan d'intervention? Alors, quand je suis en consultation, quand je suis en consultation, je prends énormément de temps pour prendre l'enfant où il en est, les parents où ils en sont, et avec chaque famille, avec chaque enfant, on ne fait jamais la même chose. Et on ne peut pas demander aux parents de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. C'est trop violent. Donc, par exemple, il y a des parents qui ne pourront pas éteindre les écrans, arrêter les écrans pour eux-mêmes et pour l'enfent. Et à ce moment-là, il faut mettre une aide en place, et tout le soutien à la parentalité prend son sens. Il faut aider, accompagner les familles. Ils n'arrivent pas à se décrocher, ce n'est pas du tout comme un autre jouet. Donc, c'est vraiment, les écrans, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Ça a vraiment une particularité que les autres occupations de l'enfant n'ont pas. Donc, des parents peuvent avoir juste besoin d'une consultation, de conseils pratiques. Donc, on interroge, est-ce qu'il y a un grand frère de 15 ans qui joue aux jeux vidéo dans le salon? Est-ce que maman, elle adore ses séries préférées? Enfin, il faut tout interroger, voir ce que la famille peut faire et leur demander de diminuer le plus possible, d'arrêter. Et on se revoit surtout. C'est très important de se revoir vite, parce que si les troubles sont liés aux écrans, on a très vite des progrès spectaculaires. Si c'est pas ça, il faut aussi le revoir et se dire que c'est pas ça. Et puis on peut aussi en parallèle faire un test de surdité, demander d'autres examens, bien sûr physiques, ça n'a rien à voir. Mais c'est indispensable en 2018, quand un enfant est en difficulté, d'interroger les écrans. Toutes les familles sont hyper connectées, ils sont tous potentiellement surexposés. Donc il faut interroger les écrans devant tous les troubles chez les enfants. Et on demande, j'ai oublié de le dire, mais évidemment on demande des études épidémiologiques. Les temps d'écran chez les familles et les enfants, on ne le connaît pas. Les troubles à l'école maternelle, j'espère qu'on aura des résultats. C'est combien il y a d'enfants en difficulté de comportement, d'apprentissage, de troubles de la frustration par exemple. Et puis des études randomisées sur la relation entre le temps d'écran et des troubles, que ce soit un retard de langage,
langage, une agressivité ou un trouble qui ressemble à l'autisme mais qui n'en est pas. Voilà. On demande tout ça, bien sûr, au niveau du gouvernement et des gouvernements. Merci. Alors, j'aimerais remercier d'abord ma conférencière invitée et puis les panélistes pour un remarquable atelier. Alors, merci beaucoup. En conclusion, je vous invite à visionner ce court vidéo d'une série franco-québécoise qui s'intitule « 10 mois », très court, d'1 minute et demie. It's a France-Quebec co-production. This morning, Henry is having difficulty parting with his dad. He's crying and shaking and showing signs of distress. How can children be helped to better manage their intense emotions? From 0 to 5 years of age, children gradually develop their ability to control their emotions, especially negative ones, such as anger, fear, or sadness. In the brain, intense emotions reside in the amygdala. These emotions are like a wild horse. Their intensity is controlled by the prefrontal part of the brain. It acts like the rider, trying to restrain the wild horse. At Henry's age, this part of the brain is still immature. He cannot control his intense emotions. In the height of the crisis, it is important that the adult remains present and comforts the child. Adults can help children put into words what they are experiencing. They teach them to recognize an emotion and name it. When expressing what they feel with words, the intensity of their emotions diminishes. Surrounded by warm and sensitive adults, Henry manages to calm down and recover his smile. Merci beaucoup, Michel, pour cette formidable session. Décidément, on a beaucoup à partager aujourd'hui.